À cette époque-là, tout le monde disait la même chose là-bas. Mark Winger est un héros. La version officielle était que sa maison avait été cambriolée par un criminel et que ce type-là avait tué sa femme. Et que Mark, même blessé, sans force, avait réussi à réagir et à neutraliser cet intrus. Voilà, toute la ville vénérait ce gars. Il est devenu pratiquement une célébrité locale, a reçu des hommages à l'église, de la mairie, d'ONG. Il est passé dans les journaux, les magazines et même à la télévision. Avec le temps, il y a eu des dons, des procès en justice, des indemnisations, et ce gars, qui menait auparavant une vie normale, presque invisible, est finalement devenu riche et influent. Il était considéré comme un exemple de courage, quelqu'un qui avait sauvé sa propre famille. Sauf que derrière cette image de héros, la véritable histoire était bien plus étrange et bien plus sombre que quiconque aurait pu l'imaginer. Je suis Marcos Campos. Et si vous aimez découvrir des histoires vraies avec beaucoup de détails, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, il y a plusieurs épisodes. Devenez membre si vous le pouvez, ça m'aide beaucoup. Si ce n'est pas possible, laissez simplement un like et un commentaire, c'est déjà super, d'accord? Les messages sont passés. Passons aux faits. En revenant un peu dans le temps, en août 1995, Mark Winger et Donna Brown semblaient être le couple heureux typique. Ils étaient mariés depuis 7 ans, vivaient à Springfield, dans l'État de l'Illinois, allaient à l'église, avaient une belle maison et une routine stable. Donna travaillait comme assistante chirurgicale dans un grand hôpital de la région et Mark était ingénieur en sécurité nucléaire employé par l'État. Et pour couronner le tout, en juin de cette année-là, ils avaient enfin réalisé un vieux rêve. Ils avaient adopté un bébé. Une petite fille qui a reçu le nom de Bailey. Donna était rayonnante avec la maternité et tout indiquait que leur vie entrait dans une phase bien meilleure, encore meilleure. Mais en l'espace de quelques mois, tout cela allait s'effondrer. Peu de temps après l'adoption, Donna a décidé de voyager avec la petite Bailey pour rendre visite à ses parents qui vivaient en Floride. À son arrivée à l'aéroport, elle a engagé une entreprise de transport appelée BART pour les emmener jusqu'à la maison de la famille. Le trajet en van durait environ 1 heure et demie et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Le chauffeur de cette van s'appelait Roger Harrington. Pendant le trajet, il conduisait de manière agressive, à grande vitesse, en effectuant des manœuvres dangereuses. En plus de cela, il a commencé à dire des choses complètement hors contexte, commentant des pensées violentes qu'il disait avoir fréquemment. Cela, bien sûr, a paniqué Donna, surtout parce qu'elle tenait sa petite fille nouvellement adoptée dans les bras. Même terrifiée, elle a réussi à arriver saine et sauve chez ses parents. Dès qu'elle s'est un peu calmée, Donna a décidé de formaliser tout cela. Elle a écrit une lettre à l'entreprise BART, racontant son expérience, décrivant le comportement du chauffeur et la peur réelle qu'elle a ressentie pendant tout le trajet. Quand Mark a appris cela, il a été indigné. Il a appelé l'entreprise pour se plaindre, il s'est plaint, il a fait pression. Le résultat ? Roger a été réprimandé et a fini par perdre son emploi. Plus tard, il a été révélé que ce chauffeur, âgé de 27 ans, avait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde depuis l'adolescence. Il était suivi par un psychiatre et prenait des antipsychotiques, mais à cette période, il était déjà depuis quelques jours sans prendre ses médicaments, ce qui aurait pu, selon les informations, provoquer cette crise. On a également découvert que, par le passé, une ancienne compagne avait déjà accusé Roger de violence domestique. Après cela, il avait poursuivi sa vie sans grand problème. Il semble vraiment que ce furent des épisodes isolés liés à sa condition. Donc, rien n'avait été signalé jusqu'à ce jour où il est allé chercher Donna à l'aéroport. Et ce jour-là, cette rencontre, ce trajet absolument banal, cachait des détails qui finiraient par se connecter de façon tragique à ce qui allait se passer quelques mois plus tard. Quelques jours après que Donna soit rentrée à la maison, Mark a commencé à dire qu'il recevait des appels menaçants, des canulars, et il était presque sûr que cela venait de Roger, le chauffeur. Une semaine après ce voyage, il a décidé de faire quelque chose que personne ne savait. Il a contacté Roger de son propre chef et a fixé un rendez-vous chez lui, disant qu'il voulait discuter. C'est-à-dire chez Mark, dans la maison de sa famille. D'après la façon dont Mark a parlé, il a laissé entendre que cela pourrait, d'une certaine manière, être une conversation amicale pour aider Roger à retrouver son emploi. Après tout, il est probable que Donna ait compris qu'il avait un trouble, qu'il prenait des médicaments et qu'il avait arrêté pour une raison quelconque. Bref, elle a voulu calmer les choses. Pour Roger, le chauffeur,
Cela a vraiment semblé être une chance de réparer toute cette situation. Il était enthousiaste, il a noté l'adresse sur un bout de papier et a convenu d'y aller très tôt, chez Marc. C'est ici que l'histoire change complètement de ton. Il était très tôt quand Roger est arrivé chez Marc, exactement à l'heure convenue. Les deux se sont assis à la table de la cuisine et ont commencé à discuter. Tout semblait normal, du moins en surface. À un moment donné, Marc a demandé à Roger de se lever. Quand il l'a fait, Marc a simplement sorti une arme et a tiré. Avec le bruit du coup de feu, Donna, bien sûr, qui était dans la chambre avec le bébé de seulement 3 mois, a été effrayée et a couru jusqu'à la cuisine pour voir ce qui se passait. Et c'est à ce moment-là que Marc s'est retourné contre elle et a commencé à l'attaquer avec un marteau, jusqu'à ce qu'il la tue. Autrement dit, dès le début, quand il a entendu parler du passé de Roger, Marc avait déjà vu en lui la cible parfaite pour le plan qu'il avait déjà ou qu'il était en train de préparer. Quelqu'un avec des problèmes psychologiques, un passé compliqué, facile à désigner comme coupable. Un bouc émissaire tout prêt. Avec Roger blessé par balle et sa propre femme, grièvement blessée au sol, Marc a encore eu le temps d'organiser la maison, en fait, d'organiser la scène du crime. Ensuite, il a pris le téléphone et a appelé la police comme si tout venait de se passer de façon inattendue. 911. Quelle est votre urgence? J'ai besoin d'aide. Mon Dieu, ma femme ne respire plus. D'accord. Avez-vous besoin d'une ambulance? J'ai besoin de tout. J'ai besoin de tout. Police de Springfield. Oui, j'ai besoin d'aide. Quel est votre problème? Je viens de tirer sur un homme chez moi. Il est à l'intérieur de votre maison? Il a attaqué ma femme. Mais il est là maintenant? Oui. Tu as une arme? Son cerveau est partout. Où est l'homme? Il est étendu par terre. Est-il mort? Je ne sais pas. Il fait des bruits étranges. S'il te plaît, s'il te plaît. Monsieur, calmez-vous. Je ne comprends pas. Parlez plus lentement. L'homme est-il encore chez vous? Oui, il est au sol avec une balle dans la tête. Vous lui avez tiré dessus? Oui, je lui ai tiré dessus. Il tuait ma femme. Mon bébé pleure. Mon bébé pleure. Je dois y aller. Je rappellerai. Lors du premier appel à la police, on distingue faiblement un homme gémir en arrière-plan alors que Marc parle à l'opérateur. À un certain moment, l'appel est coupé et c'est là que la situation devient encore plus grave. S'apercevant que Roger était encore en vie, Marc s'est approché et lui a tiré dessus 2 fois de plus. Ensuite, il a rappelé la police. Allô? Monsieur Winger? Oui, oui. Ici le département de police. Nos agents sont en route. J'ai besoin de savoir ce qui se passe là-bas. Ma femme est en train de mourir par terre. D'accord, elle est encore en vie? Je crois que oui. D'accord, une ambulance est en route. Et les policiers arrivent aussi. Où est l'arme? Je l'ai laissée sur la table. Elle est sur la table. Elle est sur la table. S'il vous plaît, mon Dieu, s'il vous plaît, venez. Ils sont en route. D'accord. Qui est cet homme? Je ne sais pas qui il est. Est-il encore dans la maison? Oui, il est allongé par terre. D'accord, je reste près de ma femme. Je vais essayer de rester près de ma femme. D'accord. Vous êtes Mark Winger? Oui, c'est moi, oui, c'est moi. D'accord. Votre épouse, c'est Donna? Oui, c'est elle. À quel moment l'homme vous a-t-il attaqué? Je ne sais pas. Il y a quelques minutes, je dois rester avec ma femme. S'il vous plaît, laissez-moi juste rester avec ma femme. Je vais raccrocher, d'accord? D'accord, la police est en route. D'accord, ma porte est ouverte. D'accord. Lorsque la police arrive enfin à la maison, Marc raconte sa version. Il dit qu'il faisait de l'exercice sur le tapis roulant au sous-sol quand il a entendu un bruit fort à l'étage. Il est monté en courant et selon lui, il est tombé sur un homme étrange en train d'attaquer Donna avec un marteau. Dans le récit qu'il présente, il n'aurait fait que ce que n'importe quel mari ferait. Il a couru, a pris son arme et a tiré sur l'agresseur pour sauver sa femme. Lorsque l'ambulance est arrivée, Roger et Donna présentaient encore quelques signes vitaux très faibles. Comme il y avait encore une chance de survie, tous les deux ont été transportés d'urgence à l'hôpital. La police, d'ailleurs, a à peine eu le temps d'enregistrer la scène en détail. Seules 3 photos ont été prises avant que les corps ne soient enlevés. Un seul enquêteur est resté sur place avec Marc pour poursuivre les procédures. Et c'est justement là que les premières incohérences ont commencé à apparaître. Le détective Williamson, qui a recueilli la première déposition, a entendu de Marc qu'il n'avait jamais vu cet homme auparavant dans sa vie. Cependant, dans la voiture de Roger, un papier portait le nom et l'adresse de Marc. Et la voiture était garée juste en face de la maison, en plein jour.
ce qui ne correspondait pas vraiment à quelqu'un en état de rage qui serait entré là pour commettre un meurtre. Il n'y avait aucun signe d'effraction non plus. Autrement dit, quelqu'un a ouvert la porte pour laisser entrer Roger. Et cela soulève une autre question. Pourquoi Donna aurait-elle laissé entrer précisément l'homme qu'elle avait dénoncé quelques jours plus tôt et dont elle disait avoir peur? Mais Roger avait une arme à feu cachée dans la roue de secours de sa voiture, mais il n'a pas emporté l'arme à l'intérieur de la maison. Le marteau utilisé lors de l'attaque contre Donna appartenait au couple lui-même. Mark a essayé d'expliquer en disant que sa femme avait laissé le marteau dehors pour accrocher un soi-disant tableau au mur. Et blablabla. Et pour couronner le tout, les policiers ont trouvé une copie de la lettre que Donna avait envoyée à l'entreprise Bart, dénonçant le comportement de Roger. Cette lettre était accrochée sur le réfrigérateur de la cuisine, comme si ce sujet faisait vraiment partie du quotidien de la maison. Autrement dit, cette supposition selon laquelle Donna était, d'une certaine manière, pleine de remords, qu'elle avait compris, n'avait aucun sens. Il est probable que Roger n'ait même jamais abordé ce sujet avec elle. Elle n'avait aucune idée que Mark avait invité ce type chez eux. Dans la tête du détective Williamson, rien de tout cela n'avait de sens non plus. Qui parcourt des kilomètres juste pour tuer quelqu'un? Il gare sa voiture devant la maison, en plein jour, laisse sa propre arme dans le véhicule et entre comme ça, sans arme. Et de plus, quel genre de victime ouvre la porte à quelqu'un qu'elle avait elle-même accusé et dont elle disait avoir peur? Un autre détail a retenu l'attention. Roger n'est pas venu avec agressivité. On sait même qu'il tenait une tasse de café et fumait une cigarette. Tout indiquait qu'il était venu là pour vraiment discuter, pas pour tuer quelqu'un. Après tout, quel assassin se présente comme ça, n'est-ce pas? Comme quelqu'un qui va juste discuter. Et le comportement de Mark lui-même a aussi paru étrange. J'ai pensé à l'assassin ici. Donnez-moi votre avis en commentaire. Au lieu de monter dans l'ambulance et d'accompagner sa femme, je parle ici de Mark, pour justifier ce comportement étrange de sa part. Au lieu de monter dans l'ambulance, il est dit rester à la maison, tu vois, à suivre le policier qui faisait l'enquête préliminaire. Il n'a montré aucun signe d'inquiétude. Il n'est pas resté là parce que la police l'avait demandé. D'après ce qu'on dit, il voulait être resté de son propre chef pour expliquer la scène. Eh bien, Roger, le chauffeur, est mort avant d'arriver à l'hôpital. Et Donna est décédée quelques minutes après être entrée en salle d'opération. Même avec toutes ces choses étranges, pour la plupart des gens, l'histoire était simple. Mark était un héros. D'ailleurs, la propre famille de Donna y a cru. Dans l'esprit de tout le monde, il avait vraiment été le mari qui s'était précipité pour sauver sa femme. Maintenant, il était un veuf en deuil. Et en plus, un père célibataire d'un bébé tout juste adopté. L'image parfaite pour susciter la compassion et l'empathie de tout le monde. Le détective Williamson, qui trouvait tout cela étrange depuis le début, qui pensait que ça ne collait pas, a fini par être pratiquement sommé de se taire par ses supérieurs. 2 jours plus tard, l'affaire a été officiellement classée, sans mystère, sans nouvelles enquêtes. Lors des funérailles, Mark est apparu anéanti. Il pleurait beaucoup, s'appuyait sur les gens, disait qu'il avait perdu l'amour de sa vie. La cérémonie a été couverte par les journaux locaux et même diffusée à la télévision communautaire. Tout le monde voyait cet homme comme une victime de la violence, quelqu'un qui avait vécu un traumatisme insensé. Et Donna a fini par être enterrée sans jamais pouvoir voir sa fille grandir. Le bébé qu'elle avait tant rêvé d'avoir et qui venait tout juste d'entrer dans sa vie. Mais avec le temps, cette image d'un père désespéré, d'un héros, a commencé à s'effondrer. Aujourd'hui, on sait que Mark n'était peut-être pas un héros. En fait, tout indique qu'il a été extrêmement froid et calculateur. En seulement une semaine, il a réussi à élaborer tout un scénario pour que tout semble avoir du sens par la suite. À commencer par la lettre, ce n'est pas un hasard si Donna a écrit à l'entreprise pour dénoncer Roger. L'enquête a ensuite révélé que c'est Mark lui-même qui a insisté là-dessus. Ensuite, il y a eu les soi-disant appels menaçants qu'il a commencé à raconter à tout le monde. Amis, connaissances, gens de l'église, en rejetant toujours la faute sur le même nom, Roger, le chauffeur schizophrène. Il répandait l'idée que Roger était obsédé par Donna, révolté d'avoir été licencié, cherchant à se venger. Autrement dit, quand quelque chose arriverait, il y aurait déjà un coupable tout désigné dans la tête de tout le monde. Et quand Donna a été enterrée, Mark n'a pas perdu de temps. Dès que l'émotion est un peu retombée, il a contacté un avocat et a poursuivi l'entreprise de transport Bart, réclamant une indemnisation de 5 millions de dollars. Il a affirmé qu'ils avaient mis un homme dangereux sur le chemin de sa famille. En plus de cela, il y avait l'assurance vie de Donna,
qui lui a rapporté environ 150 000 $. Et comme l'histoire du mari qui avait affronté l'assassin de sa femme avait ému toute la ville, il a également reçu près de 100 000 $ de dons d'une organisation de soutien aux victimes de crimes. Autrement dit, en très peu de temps, l'homme qui était vu comme un veuf dévasté est aussi devenu quelqu'un de très bien soutenu financièrement. Tout cela était soutenu par un récit qui semblait de plus en plus avoir été construit dans les moindres détails. Les années ont passé et Mark a continué à bien se porter financièrement. Il a reconstruit sa vie. Il a fini par épouser la propre nounou de sa fille, Rebecca Handy, qui avait été engagée quelques mois après la mort de Donna. Avec Rebecca, il a eu un fils biologique et a encore adopté 2 autres enfants. Grande famille, maison pleine, tout semblait apparemment en ordre. Mais à l'intérieur, Mark n'arrivait pas à trouver la paix. Après tout, qu'est-ce qui pousserait un homme comme ça, soi-disant amoureux de sa femme, qui venait d'adopter un enfant, à commettre un crime aussi grotesque que celui qu'il a commis? Quelle serait la motivation derrière cela? Eh bien, il appelait fréquemment la police pour demander s'il y avait du nouveau sur l'affaire de Donna, même après la clôture officielle de l'enquête. Quand il s'est remarié, il a tenu à appeler personnellement le détective juste pour lui dire qu'il était heureux dans sa nouvelle vie. C'était presque une provocation. Il savait que ce détective, Williamson, n'avait jamais cru à cette histoire. Encore une chose étrange. Au fil des années, Mark a demandé à plusieurs reprises à la police de lui rendre les objets saisis sur la scène du crime. Le revolver et le marteau. Toutes les demandes ont été refusées. C'était gênant, n'est-ce pas? Cela a commencé à déranger de plus en plus le détective. Dans la tête de Williamson, quelqu'un d'innocent veut normalement rester loin d'une affaire comme celle-ci, non? Mais quelqu'un de coupable, souvent, fait le contraire. Il essaie de tout suivre de près. Laisser tout en évidence, c'est pour ne pas attirer l'attention. Comme s'il avait aussi besoin de contrôler la situation. Et l'intérêt de Mark frôlait l'obsession. On aurait dit quelqu'un qui avait peur qu'à tout moment, quelque chose soit révélé. Et devine quoi? C'est arrivé. En 2001, il s'est produit le retournement de situation qu'il redoutait tant. Voilà encore un rebondissement dans cette affaire. La meilleure amie de Donna, une femme appelée Diane Schultz, a finalement contacté la police. Elle avait quelque chose à dire. Depuis la mort de son amie, elle était entrée dans une profonde dépression, avait subi des hospitalisations, des traitements psychiatriques et même des séances d'électrochoc. À un certain moment, le médecin lui-même a dit qu'elle n'aurait une chance de s'améliorer que si elle arrêtait de garder pour elle ce qu'elle cachait peut-être. Et ce qu'elle gardait était un secret dévastateur. Diane a raconté qu'à l'époque des meurtres, elle avait une liaison avec Mark. Et oui, avec le mari de sa meilleure amie. Selon elle, il répétait sans cesse qu'il voulait se séparer de Donna. Ensuite, il a commencé à dire qu'il devait se débarrasser d'elle. Et bien finalement, il s'est mis à parler ouvertement du fait qu'il planifiait la mort de sa femme. Il lui a même parlé de Roger, le chauffeur qui est apparu comme par magie dans sa vie. Et il s'intégrait parfaitement comme une pièce dans ce puzzle maléfique qu'il était en train d'assembler. Diane a affirmé qu'elle était certaine que Mark avait tué les 2 personnes. Et de plus, elle a dit qu'il était même allé jusqu'à l'inviter à participer au plan. Elle a refusé. Après cela, selon elle, Mark l'a menacée de mort si elle parlait. Elle n'a jamais rien raconté pour 2 raisons. La peur de la réaction des gens en découvrant qu'elle avait eu une relation avec le mari de sa meilleure amie et la peur réelle d'être tuée. Porter ce fardeau seule l'a détruite, petit à petit, pendant des années. Avec ce témoignage maintenant, la police n'a pas eu le choix. Elle a officiellement rouvert l'affaire et comme si cela ne suffisait pas, quelque chose qui semblait perdu est également réapparu. Les 3 photos prises sur la scène du crime que personne n'a su où elles étaient pendant longtemps. Ces images, même de très mauvaise qualité, ont été fondamentales. L'analyse a révélé plusieurs mensonges dans la version de Mark. Il affirmait avoir trouvé Donna sur le dos alors qu'elle était sur le ventre. Roger n'avait pratiquement pas de sang sur ses vêtements, ce qui n'a aucun sens pour quelqu'un qui, en théorie, aurait frappé une personne avec un marteau. Il y avait des flaques de sang à des endroits étranges, ce qui indiquait que la scène avait été réarrangée. Le corps du conducteur était tourné dans le sens opposé à ce qu'il aurait dû être selon le récit de Mark. Et il y a eu plus. Le voisin a raconté avoir entendu 2 coups de feu avec un intervalle d'environ 5 minutes entre eux. C'est précisément pendant cet intervalle que Mark a raccroché le premier appel au 911. Vous vous souvenez qu'il a tiré encore plusieurs fois après? Il est retourné dans la cuisine et a tiré là les coups fatals sur Roger qui respirait encore.
Avec tout cela sur la table, en 2002, Mark Winger a finalement été accusé du meurtre de Donna et de Roger. Il a plaidé non coupable, puis accepté un accord pour éviter la peine de mort. En échange de ses aveux, il a eu la perpétuité sans libération conditionnelle. Mais comme vous allez le voir dans un instant, cette histoire ne s'arrête pas là. Vous connaissez Diane? Oui, la maîtresse qui a gardé ce secret sale pendant si longtemps. Vous savez, sa peur n'était pas exagérée, hein? Des années après que Mark ait déjà été emprisonné, la preuve est devenue qu'elle avait raison de craindre pour sa propre vie. Depuis la prison, il a essayé d'engager un tueur à gages. La cible principale, c'était justement elle, Diane Schultz. Et ce n'est pas tout. Il voulait aussi qu'un ami appelé Jeffrey Gellman soit tué. Parce que selon lui, cet homme aurait refusé de lui prêter $1 million pour l'aider pendant le procès. Le plus absurde, c'est la façon dont il a fait cela. Mark a écrit une lettre au prétendu tueur, expliquant dans les moindres détails comment il voulait que les exécutions se déroulent, toute étape par étape. En pratique, cela s'est transformé en une confession signée de tentative de meurtre. Le résultat a été une condamnation supplémentaire qui a ajouté 35 ans à la peine de prison à perpétuité qu'il purgeait déjà. Autrement dit, on peut déjà dire avec une grande certitude qu'il ne vivra plus jamais sa vie en dehors de la prison. Aujourd'hui, Diane dit qu'elle parvient enfin à vivre en paix. Après tout ce qu'elle a porté seule pendant tant d'années, elle se sent libre. La deuxième épouse de Mark, Rebecca, ne tarda pas non plus à s'éloigner. Dès que tout a éclaté, elle a demandé le divorce. Elle croyait avoir épousé un héros, mais elle a découvert qu'en réalité, elle avait épousé un assassin lâche, froid et calculateur. Elle a élevé seule les enfants, y compris Bailey, et elle est restée avec le peu d'argent qu'il restait après toutes les dépenses judiciaires. Et Mark lui-même? Il existe plusieurs interviews de lui disséminées sur Internet, et si tu en regardes une, tu remarqueras le même schéma. Il continue de dire qu'il est innocent, il pleure quand il parle de Donna, il se pose en victime comme si tout était arrivé à lui et non à cause de lui. Sauf que cette fois, plus personne n'achète cette histoire, et au moins là-dessus, il y a une fin un peu plus juste. Il ne peut plus faire de mal à personne. Et oui, les abductés. Je parie que vous ne vous attendiez pas à au moins 2 rebondissements dans cette histoire, n'est-ce pas? C'est vraiment dingue. Ça ferait un super film, non? C'est vraiment triste. Même ainsi, cela montre encore une fois à quel point un être humain peut être froid pour une raison comme celle-ci, complètement insignifiante. Pour tuer sa femme comme ça? Une personne qui n'a rien à voir avec la situation, qui s'est retrouvée là par hasard. Et ça a servi parfaitement à l'esprit démoniaque du gars pour cacher qu'il avait une liaison avec la meilleure amie de sa femme. Quel gâchis! Je veux l'avis de chacun d'entre vous ici dans l'espace thérapeutique des commentaires. Je vous remercie énormément pour votre compagnie. N'oubliez pas le like, le commentaire est très important. Un bisou du roux et à bientôt pour le prochain épisode.